Alors, on le sait, Berlin a toujours magnifié, voire sanctifié cette histoire de déficit maximum fixé à 3% du PIB. C'était le fameux critère de Maastricht. Là, on a une révolution culturelle de l'autre côté du Rhin. Et je me tourne vers vous, André Loskrup-Pietri. Bonjour, tout d'abord. Vous nous avez rejoint. Vous êtes directeur de la Joint European Disruptive Initiative, la fameuse JEDI, et spécialiste des questions européennes. C'est surprenant ce qui se passe de l'autre côté du Rhin en ce moment? Alors c'est surtout les Allemands qui sont très surpris, c'est-à-dire que c'est vraiment le pays de la surprise stratégique. Le nouveau chancelier, là, enfin celui qui est en train de devenir le nouveau chancelier, qui est en train de passer toutes les étapes, Friedrich Merz, était un atlanticiste. Il croyait dur comme fer pendant toute sa carrière politique. Il a quand même presque 70 ans dans le lien transatlantique, dans le parapluie américain. Il avait promis pendant les élections, qui étaient il y a 3 semaines, qu'on resterait sur une rigueur budgétaire. Et dans les 3-4 dernières semaines, il y a eu un changement complet. Et ça, c'est essentiellement dû à la sidération qui a touché les Allemands, notamment suite à cette fameuse visite de Zelensky à Washington, où en fait on s'est rendu compte que l'allié américain n'en était peut-être plus un et qu'on ne pouvait plus faire confiance à cette protection américaine. Ça ne veut pas dire que le lien germano-américain est rompu, mais Merz, qui est plutôt quelqu'un qui a passé beaucoup de temps dans le business, est devenu très pragmatique et sait bien qu'aujourd'hui, il faut avoir de la résilience et il faut construire soi-même sa défense européenne. Et c'est finalement un grand classique où on se rend compte que c'est ceux qui ont été les plus adeptes de la rigueur budgétaire qui sont ceux qui sont probablement capables de complètement changer de braquet. Et il vient de passer une nouvelle étape aujourd'hui, puisque la Chambre haute, le Bundesrat, a adopté, après le Bundestag il y a quelques jours, le Parlement, cette levée du seuil qui était de ne pas avoir de nouvel endettement. Donc c'est vraiment l'idéologie allemande des 60 dernières années qui a été rompue. Un point vocabulaire, le Bundesrat étant, on va dire, l'équivalent du Sénat. C'est notre Sénat, oui, en fait, c'est la chambre régionale. C'est la chambre des pouvoirs qu'en France, en tout cas. Oui, c'est un système fédéral, donc il y a vraiment beaucoup plus d'influence des Länder. Louise Sauverby, c'est d'autant plus étonnant de la part de l'Allemagne que M. Merz, futur chancelier, est de la CDU, c'est-à-dire les chrétiens démocrates qui ne sont pas du style à laisser filer les comptes, comme on dit. Oui, je pense que ça montre vraiment une prise de conscience en Allemagne, mais aussi au niveau européen, qu'il va falloir changer de paradigme en matière de dépenses de défense. Et c'est quelque chose qui est aussi impulsé au niveau de la Commission européenne. Donc ça s'inscrit aussi dans cette dynamique qui est de lever les freins à l'endettement. Le plan de la commission REARM fait aussi mention de cette idée d'activer de manière coordonnée la clause échappatoire au pacte de stabilité et de croissance. Et c'est une mesure qui profitera justement à des pays comme l'Allemagne qui ont eu une rigueur budgétaire jusque-là et qui vont pouvoir bénéficier de cette opportunité de dévier temporairement des trajectoires budgétaires pour augmenter leurs dépenses de défense. Alors, dévier des trajectoires budgétaires, tout le monde n'est pas aussi complètement prêt à le faire. Je pense à des pays comme l'Espagne ou comme l'Italie. Comment peut-on l'expliquer, en général? Est-ce que le seul critère géographique, j'allais dire, de pays comme l'Espagne et l'Italie, qui sont, j'allais dire, à l'extrémité de l'Europe, d'un point de vue purement géographique par rapport à la Russie, peut expliquer cette frilosité? Alors, merci. On voit bien qu'il y a un problème de géographie, pas que, puisque, par exemple, les Pays-Bas sont également extrêmement frileux. Donc, il y a une affaire... Eux sont pour l'orthodoxie financière. Ils sont pour l'orthodoxie financière et eux sont directement concernés par la menace russe. Et donc là, il y a bien une tradition qui a été cassée en Allemagne. On espère bien que les Néerlandais reviendront un peu à la raison dans cette affaire-là. En particulier, comme ils ont été extrêmement atlantistes, peut-être sauront-ils se retourner à bon escient aujourd'hui, puisque la situation a changé. Alors, vous avez raison. Alors, c'est plus étonnant de l'Italie que de l'Espagne. L'Italie, d'abord, elle est beaucoup plus au cœur de l'Europe historiquement que l'Espagne, et c'est un des pays fondateurs de l'Europe, faisait partie de l'Europe des 6, etc. Je crois que dans le cas de l'Italie, plus que
l'affaire de la géographie. Ce qui joue fortement, c'est l'attachement de Mme Meloni à ce qu'était l'Amérique, parce qu'elle est, mais ce qu'elle était, ses relations avec Trump qui jouent beaucoup. Effectivement, l'Italie a toujours participé à l'OTAN, etc. Donc, elle est quand même très attachée à cette affaire-là. On sent bien Mme Meloni, dans ses différents discours, assez déchirée par ces deux attachements différents, l'Amérique d'un côté, l'Europe de l'autre. Alors, l'Espagne est un pays, et le Portugal, le Portugal un peu moins que l'Espagne, mais sont deux pays qui ont vécu un peu en dehors de l'Europe, même s'ils ont précédé quelque part l'Occident par leur grande découverte. Ils sont rentrés dans l'Europe, on va dire tardivement, en 1985. Plus tardivement. Le deuxième wagon. Et puis, c'est des pays, c'est quand même très important, qui n'ont pas connu les deux grandes guerres mondiales. Et dans la psychologie générale des peuples, évidemment, ces deux grandes guerres mondiales sont particulièrement fondatrices. Quelqu'un disait récemment dans un article que les seuls Russes que les Portugais et les Madrilènes voyaient étaient les quelques touristes qui se promenaient à Lisbonne et à Madrid. Mais il y a un peu de ça, si vous voulez. Et évidemment, alors, le problème, moi je pense que Pedro Sanchez, par exemple, comprend très bien la menace. Le problème, c'est qu'il faut l'expliquer. À son opinion publique. À son opinion publique, de Cadix ou de Séville, c'est un peu plus compliqué, parce que là, la menace est à 4000 km. Et donc, je crois que c'est ça la vraie difficulté. La politique intérieure, il y a ce poids de l'histoire, le poids de la géographie dans le cas de l'Espagne, et puis cette difficulté qui en est une conséquence d'expliquer aux ressortissants espagnols ou portugais que la menace est présente. Très bien. Alors, puisqu'on parlait de l'Italie, on va retrouver notre correspondante permanente, Claire Vérove, à Rome. Bonjour, Claire. On a bien compris que l'Italie, Bonjour. Par l'intermédiaire de Mme Meloni, était prête à faire un effort, mais elle souhaite que, par exemple, les dépenses de santé soient exclues du pacte de stabilité, que certaines sommes qui ne concernent pas les armes, peut-être les retraites ou la cybersécurité, soient aussi incluses dans les dépenses de défense, et qu'on inclut aussi, et ça elle a insisté, les investissements privés. C'est important pour elle, vous nous le confirmez ? Oui, tout à fait. Et hier encore, elle l'a répété à Ursula von der Leyen, renforcer la sécurité européenne, oui, mais sans peser sur la dette italienne qui, je le rappelle, est déjà très élevée, 3 000 milliards d'euros, l'équivalent de 137% du PIB italien. Alors, vous l'avez dit, Giorgia Meloni insiste sur l'importance des investissements privés et puis d'un outil, InvestEU, c'est le programme de financement à long terme de l'Union européenne. Aujourd'hui, il est plutôt consacré à la recherche et à l'aide aux petites entreprises pour une croissance plus durable. Mais pour la première ministre italienne, cela pourrait être un levier, un outil pour financer la défense européenne sans toucher à l'argent de l'État italien. Madame Meloni, Claire, insiste elle aussi sur la préférence européenne. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Ça va faire plaisir à Paris, en tout cas. Oui, c'est une priorité européenne, mais aussi italienne. Alors, dans le plan européen, il est donc prévu que les achats d'armes ne soient financés que s'il y a un minimum de 65% de composants fabriqués en Europe. Mais l'Italie, elle veut aller encore plus loin en rehaussant ce seuil à 80%, parce qu'en fait l'Italie pourrait tirer son épingle du jeu de cette mesure. Aujourd'hui, l'Italie est le 6e exportateur mondial d'armement. C'est un marché florissant, notamment grâce à des entreprises comme Leonardo, qui est un fabricant d'armes navales. Or, l'État italien détient 30% des actions de cette entreprise. Alors, si l'Europe fait le choix de privilégier des armes européennes, la hausse des dividendes pourrait finalement revenir directement dans les poches de l'Italie. Claire Vérove en direct de Rome pour France Info Télé. Merci Claire. Le général l'a souligné tout à l'heure, Madame Meloni est assise sur deux chaises en même temps. En ce moment, elle a un côté du côté de l'Amérique, parce qu'il y a une sorte de fidélité ou de rapprochement idéologique avec Donald Trump, et puis il y a le côté européen. Que peut-elle attendre en retour de Donald Trump si elle ne fait pas tout ce que lui demande de faire Bruxelles ? Elle peut attendre des Américains qui soient accommodants sur les droits de douane, par exemple ? Et si oui, comment ça fonctionne ? Bien malin, celui qui peut se mettre dans la tête de Donald Trump. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les dirigeants qui ont fait le pari de l'apaisement, de flatter le président américain, en ont eu quand même pour leurs frais.
Donc je crois que la seule chose qui est respectée à la Maison-Blanche aujourd'hui, c'est d'avoir un petit peu de colonne vertébrale. Et je ne suis pas certain, mais ça c'est mon avis très personnel, que faire des flatteries, mais on en a fait dans notre pays aussi, soit extrêmement payant. Je crois que ce qu'il faut, c'est avoir une stratégie et y rester fidèle. Le pari, effectivement, de Mélanie, c'est à la fois de cette proximité, on va dire, idéologique, c'est de dire on va être les best friends en Europe. Mais ça date pas des derniers mois, puisque je rappelle que sur le spatial, déjà, les Italiens, aujourd'hui, font un petit peu cavalier seul et se détournent d'une stratégie européenne commune qui a plein de défauts, notamment à cause du retour géographique dont parlait indirectement le général. Donc je pense que l'Italie, aujourd'hui, elle essaye de manier la chèvre et le chou. Je ne suis pas sûr que sur le long terme, ça marche. Après, j'entendais votre reportage sur le sujet de la préférence européenne et des 65%. C'est vraiment, on est à nouveau dans le sujet européen parfait, parce que bon courage pour calculer 65% ou 80%. Ça va être un immense boulot pour les consultants ou les fonctionnaires de la bureaucratie européenne. Donc je ne suis pas certain aujourd'hui qu'on ait une stratégie très claire, parce que finalement, vous allez pouvoir faire passer des choses européennes quelle est la valeur d'un composant, notamment dans un matériel militaire qui souvent est acheté à cost plus, c'est-à-dire on prend les coûts et on met une petite marge dessus. Je pense que le vrai sujet, c'est pas la préférence, c'est le sujet de la résilience, c'est-à-dire est-ce que sur nos équipements clés, est-ce que sur nos composants clés, on a une double source? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire une double source, ça veut dire, est-ce qu'on peut être indépendant si demain, du jour au lendemain, et c'est ce qui est en train de nous notre fournisseur américain décide de couper ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, par exemple, dans le domaine de la recherche que je connais assez bien, où il a coupé l'accès aux données des chercheurs, notamment dans le domaine médical. Alors, poser la question, c'est un peu y répondre. On l'a, cette double source, à l'heure actuelle? Non. Non. Alors, et c'est peut-être la troisième chose, c'est que j'entendais le Premier ministre et beaucoup d'autres parler aujourd'hui de l'économie de défense, mais le sujet ne va pas être réglé à coups de milliards. Le sujet va surtout être réglé en posant les questions très difficiles qui sont de notre outil industriel. On a aujourd'hui un outil industriel en France et en Europe qui est adapté aux petites séries. On fait de la haute couture. On est aujourd'hui totalement incapable. J'entendais le président de la République demander à Dassault de produire plus de Rafale. Aujourd'hui, peut-être que Dassault, au niveau de la chaîne d'assemblage finale, sait le faire, mais aujourd'hui, sa supply chain, sa chaîne de valeur, est tout à fait incapable de livrer. D'ailleurs, les dernières exportations de Rafale qu'on a fait, on a prélevé en grande partie sur le stock de l'armée de l'air, ce qui est quand même moyen pour nos capacités de défense. Donc c'est ça qu'il faut. Il faut vraiment revoir intégralement et ne pas se laisser bercer d'illusions que juste en mettant des milliards, on va régler le problème. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, André Le Scrutt-Pietri, parce que là, vous mettez le doigt sur des choses dont on parle très peu. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'argent, mais pas forcément de capacité à bien utiliser cet argent pour produire mieux, bien et rapidement. Est-ce que c'est aussi votre sentiment, mon général? Ah mais complètement. L'argent ne se traduit pas en munitions et en avions tout de suite. Il y a des problèmes de chaîne de production, vous l'avez dit. Mon général, je me permets de vous interroger, parce que dans le contexte actuel, la parole de Donald Trump est souvent prioritaire, et précisément, il s'exprime en ce moment. On l'écoute. Mais c'est mon honneur de l'écouter. Deal. And that's coming out of the Department of Education immediately, and it's going to be headed up by Kelly Loeffler. Cela sera présidé par notre collègue Loeffler, avec, je pense, des résultats bien meilleurs que par le passé. Bobby Kennedy également gérera la question des besoins spéciaux. C'est quelque chose d'assez complexe, mais ce sera les services de santé humaine qui s'en occuperont. Donc je pense que ces deux éléments seront retirés du ministère de l'Éducation et il faudra faire en sorte que les étudiants écoutent ceux qui les aiment et qui les guident et qui les orientent. Et je pense que la situation sera excellente. Je puis vous assurer que d'ici quelques années, je ne sais pas si je serai là pour le voir, mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on verra, nous obtiendrons des résultats excellents.
au niveau de la Norvège, de la Suède, du Danemark, des pays qui s'en tirent bien. Et je crois que nous aurons d'excellents résultats. Si vous regardez l'Idaho, l'Iowa, l'Indiana, des États qui s'en tirent bien, la Floride, le Texas également, vous aurez un niveau d'éducation bien supérieur à ce qu'il est maintenant pour un coût moindre. Je pense qu'on pourra réduire à peu près les coûts de moitié et on ne sera plus en queue de liste. Je puis vous garantir que certains États seront en tête de liste à un niveau comparable ou supérieur aux pays qui se trouvent dans le top 5 à l'heure actuelle. Donc c'est quelque chose de très enthousiasmant, quelque chose qui a été bien reçu. Donc je suis très heureux de vous parler de la question des prêts étudiants et des étudiants ayant des besoins spéciaux. En tout cas, je suis très heureux aujourd'hui de vous annoncer que l'Air Force, l'armée de l'air, envisage une 6e génération. Il n'y a rien de comparable au monde. On parlera du R-47, c'est un chiffre magnifique, R-47. C'est quelque chose que personne n'a vu auparavant, qui a tous les attributs d'un fighter jet, mais rien ne le vaut en termes d'efficacité, en termes de rapidité. C'est une chose à laquelle on travaille depuis longtemps. Alors, il y aura une certaine concurrence entre les entreprises qui travaillent pour les militaires, mais en tout cas, nous allons signer des contrats pour la génération à venir et c'est Boeing qui va l'emporter. Il y a une concurrence énorme, une concurrence qui a duré longtemps, une concurrence très vive. Le F-47 sera l'avion le plus avancé, celui qui aura les plus grandes capacités qu'on n'ait jamais vu. C'est un avion qui voyage, qui vole en secret depuis 3 ans et nous sommes conscients qu'il dépasse les capacités de toute autre nation. J'ai vu tous les avions qui existent de par le monde et franchement, ils n'ont rien à voir avec celui-là. On parlait de niveau 5, mais je crois que l'on peut parler de niveau 6. Il a une technologie furtive. Il est invisible pratiquement. Une puissance sans précédent. On n'a jamais fait quelque chose d'équivalent. On n'a jamais rien vu de semblable en termes de puissance, en termes de rapidité, de vitesse. C'est quelque chose de très rare. Et les ennemis ne le verront jamais arriver. Et si, j'espère que nous n'aurons pas à l'utiliser, mais s'il devait frapper les ennemis, il ne saurait jamais ce qui les a frappés. Donc, il va être construit dans les 2 années à venir. Il va falloir construire des hangars déjà et je crois que nous continuerons à dominer les cieux. Je ne peux pas vous dire le prix car cela donnerait une idée de la technologie et de la taille de l'avion. C'est un contrat qui représente un investissement historique qui permettra à l'Amérique de rester à l'avant-garde de la technologie. Nos alliés nous demandent toujours à l'acheter. Je pense que certains de nos alliés pourront avoir une version un peu moins excellente. Mais je souhaiterais que le secrétaire Exet, qui fait un travail tout à fait remarquable, qui a été une source d'inspiration à de nombreux égards, il y a maintenant des gens depuis 2 mois et demi qui souhaitent entrer dans l'armée. Je dirais que c'est depuis l'élection, mais surtout depuis que
Monsieur Excess est devenu ministre de la Défense. C'est quelqu'un de très fort, de très compétent. Et nous savons qu'il y a maintenant pas mal de gens qui veulent rejoindre les rangs de l'armée, alors qu'il y a 6 mois, la situation était inverse. Il y avait plein de gens qui ne voulaient pas faire partie de l'armée. Bien maintenant, c'est le contraire. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent rejoindre l'armée. Et cela prouve que nous sommes sur la bonne voie. Peter, vous souhaiterez peut-être dire quelque chose? Eh bien, c'est un grand jour, Monsieur le Président, un grand jour pour l'armée, un grand jour pour le pays, un grand jour pour le monde. Ce programme, c'est la génération suivante de la domination aérienne. Grâce à votre leadership, grâce à votre clairvoyance, Monsieur le Président, nous allons avoir de nouvelles générations de domination aérienne. C'est la 6e génération. Nous avions le F-15, le F-16, le F-18, le F-22, le F-33. Maintenant, nous avons le F-47 qui adresse un message très clair et très direct à nos alliés et à nos ennemis, que nous serons capables d'intervenir partout dans le monde sans le moindre empêchement. Et c'est un cadeau pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour vos petits-enfants, Monsieur le Président. Cet investissement dans l'industrie militaire américaine va permettre de relancer les choses, de reconstruire notre armée, ce qui n'a été d'ailleurs pas le cas de l'administration précédente. Nous allons mettre un terme au programme précédent. Nous savons que, comme l'a dit le président, cet avion sera plus furtif, plus rapide, plus puissant que les autres. Nous avions l'air d'imbéciles dans le cadre de l'administration précédente. Ce n'est plus le cas. Le président Trump a rétabli le leadership et le F-47 en est l'exemple. Merci, Monsieur le Président. Merci, Pete. Ce que je voudrais dire, on vous en parlera dans quelques instants, c'est un avion qui vole avec des drones, un très grand nombre de drones. C'est une technologie nouvelle. Ils ne volent pas seuls, ils volent avec un très grand nombre de drones, pratiquement autant que nous voulons. Il n'y a pas d'autre avion qui soit capable de cela. Alors, le chef d'état-major de l'armée aérienne, ainsi que le général Dale White, qui sont 2 personnes tout à fait remarquables, que je connais depuis des années, mais que j'ai appris à mieux connaître ces derniers mois, souhaitez-vous dire quelque chose? Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, merci de votre engagement sans relâche en termes militaires. C'est une grande journée pour l'armée de l'air américaine. Notre domination, ce n'est pas un droit que nous avons à la naissance, mais la domination aérienne, c'est synonyme de ce que nous faisons. Les Américains, des Américains courageux, ont toujours eu l'habitude de sauter à bord des avions et de détruire nos ennemis. Depuis le ciel, nous détruisons également depuis la terre avec nos forces terrestres. Et je dirais que ce F-47, c'est le bijou de la couronne de la génération des avions qui assureront notre domination aérienne à l'avenir. Je tiens à remercier tous ceux de l'industrie, du gouvernement, les ingénieurs qui ont travaillé sans relâche à ce programme pour nous amener où nous en sommes aujourd'hui. Cela veut dire que les talents, la compétence, la détermination américaine sont incomparables, comme l'est cet avion. Donc, nous croyons que cela nous donne davantage de capacités avec une possibilité d'adaptation. Le président a évoqué la possibilité pour l'avion d'avoir des drones, ce qui veut dire que nous pouvons aborder l'avenir et avec optimisme. Nous sommes en train de préparer la génération future de la guerre aérienne. La façon dont ce programme a été mis en place nous donne davantage de contrôle avec la possibilité de nous adapter à l'évolution de la technologie.
Cela représente davantage d'options pour le président. Notre mission à la V de l'air, c'est de faire en sorte que nos avions soient à l'heure n'importe où. Pour être n'importe où à l'heure, il faut des avions qui nous donnent cette possibilité. Une possibilité de réponse rapide, sans avoir à déployer des troupes au sol, ce qui va coûter des vies et représenter des mois. Tout ceci jusqu'à la victoire décisive. C'est cela que nous offrons aujourd'hui. Et c'est cet avion qui nous donnera cette possibilité à l'avenir, davantage de dissuasion, davantage de capacité. Tout ce que nous pouvons dire, Monsieur le Président, au nom de l'armée aérienne, de l'armée de l'air, pardon, c'est allons-y. Voilà, longue prise de parole de Donald Trump et de son secrétaire à la Défense, ainsi que de deux gradés qui étaient dans le bureau ovale. Bon, la chose à retenir, Christophe Gascard, c'est que le président s'exprimait dans le contexte de la signature avec Boeing pour une nouvelle génération d'avions de combat F-47 qui seront meilleurs que ceux qui étaient déjà meilleurs. En quelque sorte. Voilà, c'est sa nouvel avion de combat. On connaissait Donald Trump en vendeur de voitures Tesla devant la Maison-Blanche, et bien désormais on connaît également donc Donald Trump en vendeur d'un F donc 47. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on l'a vu, il y avait des F-15, des F-16, des F-35 et 47 parce que c'est le 47e président, donc une sorte de flagornerie, de superlatif que l'on a pu entendre consacré donc à Donald Trump. Ce qui est assez intéressant, c'est lorsque l'on voit effectivement les généraux qui parle de ce nouvel avion de combat, c'est qu'il y a, il parle tout à l'heure de bijoux de la couronne. Ça nous a tous les deux marqués parce qu'on voit qu'aussi tout autour de son état-major, eh bien, il y a un Donald Trump qui s'impose de plus en plus au-delà de sa personne comme un peu le nouveau roi du monde. En tout cas, c'est ce qu'il souhaiterait, même si parfois, lorsqu'on le regarde cette scène, c'est quand même assez lunaire, à la fois dans les mots qui sont utilisés et aussi dans la démonstration. Encore le président. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui secoue les choses à ce point, mais il faudra voir. 88 000, mais il y a d'autres choses également qui vont être annoncées aujourd'hui et qui vont se passer aujourd'hui. Vous pouvez aller dans les bureaux, tout est ouvert, tout est transparent. Vous verrez ce qui reste aujourd'hui et vous pourrez vous rendre dans les bureaux et voir ce dont il s'agit et à vous de décider. La question porte sur ISIS et Al-Qaïda, sur Daesh et Al-Qaïda. Quelle est la différence entre un terroriste de Daesh et quelqu'un qui appartient à MS-13 ? Bien, ce sont des gens qui détruisent les maisons, qui s'attaquent aux personnes. Donc ce n'est peut-être pas international, mais ce sont des gens qui pratiquent la contrebande, qui sortent des prisons du Venezuela, des gens qui sont extrêmement dangereux. Et je tiens à remercier le président du Salvador, c'est un de mes amis. Il a fait un travail tout à fait remarquable. Ils avaient l'air moins dangereux lorsqu'ils ont eu affaire aux gardes des prisons. Mais je n'arrive pas à concevoir comment les démocrates étaient prêts à accepter ces gens. Ils voulaient ouvrir les frontières à tous, ils favorisaient les transgenres. La nouvelle politique, c'est faisons en sorte de nous débarrasser des bandes les plus terribles. Mais enfin, quand on les a vus, ils avaient l'air extrêmement fragiles, extrêmement frêles. J'ai eu une conversation avec la police du Colorado. Ils avaient une fois enchaîné. Ce sont peut-être des gens mauvais, des gens que nous ne voulons pas dans notre pays. Nous ne pouvons pas qu'un juge prenne une décision.
inacceptable. C'est impossible. Ce serait si mauvais, tellement mauvais pour le pays. Moi, si j'ai obtenu les élections, si j'ai gagné les élections, c'est parce que j'ai dit que nous ferions en sorte que les criminels ne restent pas dans le pays. Biden, avec beaucoup d'incompétence, les a laissés. Je crois qu'il s'agit de 21 millions de personnes. Ce sont des gens durs. Et je n'en veux pas dans le pays. Et j'ai gagné les élections en partie sur ce point. Tim Walz is now saying about Trump supporters, and forgive me, I'm just reading a quote from Tim Walz, I think I could kick most of their ass. Tim Walz dit « Je crois que je pourrais leur donner des coups de pied dans le cul à presque tous ». Qu'en pensez-vous? Il a perdu l'élection. Il a joué un rôle. En général, un vice-président n'a pas de rôle à jouer. Là, je crois qu'il a joué son rôle. Et moi, personnellement, ce n'était pas un groupe extraordinaire, mais je le mettrais tout en bas de la liste. Mr. President, there are several families. Mr. President, there are families from some of the people. I will announce you from Argentina. There are families journaliste d'Argentine. Ces gens qui étaient dans des avions qui se dirigeaient vers le Salvador ont dit que ce n'étaient pas des voyous, des meurtriers. Quelle garantie pouvez-vous nous donner que tout le monde à bord de ces avions appartenait aux terroristes? On m'a dit que les choses allaient continuer au Salvador. Et effectivement, nous vérifierons ce qu'il en est. Mais il s'agissait d'un groupe de gens mauvais. Ils étaient avec toutes sortes de gens qui étaient des assassins, des tueurs, des meurtriers, des gens qui ont eu un passé épouvantable. Et le processus va se continuer. Nous ne voulons pas refaire les mêmes erreurs. Il s'agit du commandement allié suprême. L'OTAN, le précédent secrétaire général, et l'actuel secrétaire général est excellent également, il est fantastique. Mais il n'y avait quasiment pas d'OTAN à l'époque parce que c'est nous qui payons pratiquement, qui versions une contribution pour tous les pays. J'ai dit que cela ne pouvait pas continuer. Les gens faisaient des choses qui ne convenaient pas et nous n'avions pas payé pour le militaire. Les pays, grâce à mon intervention, ont versé des millions de dollars à l'OTAN qu'ils ne versaient pas jusque-là. Donc l'OTAN est une organisation forte, solide, mais il faut que nous soyons traités de façon juste. Sans nous, vous savez bien que l'OTAN n'est pas la même organisation. J'ai eu des discussions fort intéressantes avec le président Zelensky, avec le président Poutine. Et de cela, il résulte que sans les États-Unis, rien ne se passerait. Bon, j'ai eu d'excellents rapports avec ces deux présidents et je crois que nous allons parvenir à un accord. Et si je le fais, c'est pour deux raisons. D'abord, la première, la plus importante, c'est qu'il y a des milliers de jeunes, pas des Américains, des Russes, des Ukrainiens, qui meurent toutes les semaines, qui sont tués toutes les semaines. Et les États-Unis, à cause de Biden, a versé 350 milliards de dollars pour une guerre qui n'aurait jamais dû se produire si nous avions eu un président compétent. La guerre n'aurait jamais dû se produire. Et pendant 4 ans, elle n'avait pas eu lieu. C'est ce que dit la loi et c'est ce dont le pays a besoin. On a laissé des millions de gens rentrer dans le pays sans le moindre contrôle. Est-ce que Biden avait l'autorité de faire quelque chose d'invraisemblable, d'impensable, d'ouvrir des frontières à des milliers de gens sans le moindre contrôle? Un grand nombre de ces gens, c'étaient des criminels sortis de prison, d'institutions psychiatriques, de gens qui appartenaient à des gangs, à des bandes, des narcotrafiquants, des gens dangereux, des assassins.
Et 80 000 environ. Et la moitié d'entre eux ont tué plus d'une seule personne. Biden a laissé les choses se faire comme cela dans le pays. Il les a laissés entrer dans le pays. Et ce sont ces gens, qui ont dirigé les choses. Donc, si vous me demandez si nous avons l'autorité de faire ce que nous faisons, moi, ma question, c'est est-ce que Biden avait autorité, pouvoir pour laisser entrer des criminels endurcis dans le pays, des gens qui ont provoqué des dommages considérables? À New York, par exemple, ce sont des gens qui se battent avec nos policiers, des gens durs, des criminels endurcis, sortis de prison. Et ils viennent de partout dans le monde, d'Afrique, du Congo, de l'Asie. Il y a beaucoup de Sud-Américains, mais pas que des Américains, des criminels endurcis dont il faut se débarrasser. Et un juge, un banc, quelque part, qui a obtenu une nomination, a dit que ce n'était pas possible. Eh bien, Marco Rubio a des décisions à faire. C'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est un homme remarquable. Je crois que ce sera notre meilleur secrétaire d'État. Il travaille d'arrache-pied. Il a résolu un grand nombre de problèmes et il a pouvoir de faire sortir ces gens du pays. Et ce n'est pas un juge qui va arrêter les choses, un juge assis à son banc qui, si ça se trouve, est un fou d'extrême gauche. Bien, Donald Trump continue sa conférence de presse improvisée dans le bureau ovale. J'ai presque envie de vous dire, il parle de tout, de rien. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez retenues dans ce qu'il a dit? On va pas revenir sur l'histoire des illégaux au Salvador, etc. Mais il a parlé... Rapidement, il a parlé surtout de l'OTAN. Encore une fois, rien de nouveau, parce qu'il le répète depuis très longtemps. C'est nous, soi-disant, donc les Américains, qui payons le plus, ce qui est vrai d'une certaine manière. Mais il explique surtout que sans les États-Unis, l'OTAN n'est rien. C'est bien la raison pour laquelle, en tout cas, lorsque l'on parle d'alliés fiables, la raison pour laquelle l'Union européenne essaie de se réarmer, parce qu'elle voit bien qu'effectivement l'OTAN telle que l'on a connue depuis la Seconde Guerre mondiale n'est plus le même. On sent bien que Donald Trump n'a plus forcément les mêmes armes, j'allais dire, idéologiques. Et lorsqu'il parle de l'OTAN, il critique surtout Joe Biden. Il dit que cette guerre n'aurait pas eu lieu, sauf que on rappelle quand même que cette guerre, elle a eu lieu parce qu'il y a eu un pays agresseur qui est donc la Russie face à un pays agressé, c'est l'Ukraine. Donc, conférence de presse, j'allais dire, qui malheureusement ne fait pas trop avancer le propos, si ce n'est que, encore une fois, l'Europe doit se réarmer et c'est ce qu'elle essaye de faire, en tout cas dans les 5 prochaines années. C'est aussi votre avis? Oui. Alors, quand on entend d'abord des chiffres totalement faux, les 350 milliards soi-disant envoyés pour soutenir l'Ukraine, c'est pas du tout... Ça doit être à 150 à peu près. Hein. Absolument. Deuxième chose, alors, je pense que quand on voit ça et qu'on est sidéré d'abord par quand même une confusion complète, on passe d'un sujet à l'autre, etc., et que je vois... un Conseil européen hier qui finalement a abouti à une seule chose, qui est de convoquer un nouveau Conseil européen la semaine prochaine. Je pense qu'à la fois, il y a des signes très positifs, qui est la France a pris le leadership, il y a vraiment une mobilisation, mais je ne suis pas sûr que les Européens aient pris complètement conscience de ce qui est en train de se passer de l'autre côté de l'Atlantique, où on sent bien qu'il y a quand même un régime qui est en train de changer, c'est-à-dire que il y a un régime où aujourd'hui tous les contre-pouvoirs sont en train de sauter. On voit des militaires américains qui s'expriment. On croirait presque aujourd'hui des maréchaux, vous savez, qui entourent Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen. Léonid Brejnev à la grande époque. En train c'est à peine s'ils n'ont pas leur petit carnet de notes pour donc ils parlent de bijoux de la couronne, pour parler du F-47. Enfin, incroyable flagornerie. Je crois que les Européens doivent repasser une vitesse de plus. Qu'attend-on pour prendre des décisions beaucoup plus radicales sur l'industrie, quand on voit que Kaja Kallas, qui est la haute représentante, qui avait un plan très ambitieux, a été un peu battue en brèche parce qu'elle n'a pas suffisamment consulté les autres partenaires européens. Je crois qu'on n'est plus au consensus mou européen. Je pense que la radicalité des décisions, elle doit revenir aux vraies démocraties qui restent, c'est-à-dire nous, les Européens.
Et je félicite les différents dirigeants, à commencer par le nôtre, qui prennent un leadership, mais il faut aller au-delà des discours. Aujourd'hui, on sent que les Européens sont encore dans les vieilles recettes, plus de milliards, des conseils européens et une mise en scène des chefs d'état-major, etc. Maintenant, ce qu'il faut, c'est pas dans 5 ans produire plus de Rafale, de chars ou de munitions ou d'IA pour la défense. Il faut que ça se passe dans les 3 mois. Dans les 3 mois. Et je ne suis pas sûr qu'on soit capable d'être aussi radicaux que ça. En tout cas, il faut. Louise Sauverby, est-ce que vous avez le sentiment que face à, j'allais dire, un tel phénomène, voire énergumène, l'Europe est suffisamment soudée ou pas? L'Europe, alors la question de l'unité européenne, effectivement, elle se pose en ce moment. On l'a vu à l'issue des Conseils européens où en fait il y a eu des conclusions adoptées d'une part et puis des lettres sur le sujet du soutien à l'Ukraine adoptées seulement par 26 des États membres. Donc ça semble être la nouvelle manière de fonctionner du Conseil européen, de s'exprimer à 26 pour ne pas dépendre de Viktor Orban. Maintenant, pour ce qui est du sujet du réarmement, je pense qu'il va effectivement falloir prendre à bras le corps plusieurs enjeux. Donc effectivement celui de la réduction des dépendances aux États-Unis. Et là, on le voit avec le sujet de la préférence européenne qui est de plus en plus acceptable, alors que jusque-là, il n'y avait que la France qui réellement portait cette idée. Donc l'enjeu du financement va être effectivement très important. Et au-delà de ça, c'est surtout l'enjeu de la coordination des efforts, l'enjeu de la coordination des financements. On a besoin aujourd'hui d'agréger la demande pour faire des économies d'échelle, pour envoyer un signal à l'industrie et pour avoir une visibilité à long terme. Et on a besoin d'agréger aussi l'offre, c'est-à-dire qu'il faut des projets en coopération au niveau européen parce que effectivement, il faut relancer la production, mais il faut que ça se fasse sur la base de projets communs pour défragmenter l'industrie de la défense européenne. Et je pense que la Commission aura un rôle très important à jouer sur cette défragmentation, à la fois du côté de la demande en encourageant les acquisitions communes et du côté de la production industrielle en encourageant les projets communs. Pour terminer, Christophe Gascard, rapidement. Pour vous dire que les mots ont un sens aussi. L'Union européenne renonce à se réarmer, au moins dans les mots. Vous saviez que le 4 mars, on avait annoncé ce grand plan Rearm, donc réarmer. Finalement, suite notamment à l'opposition des Italiens et aussi des Espagnols, parce qu'il faut convaincre l'opinion publique, eh bien ce sera préparation 2030, ce ne sera pas réarmement 2030. Ouais. On est dans une sorte de wokisme aussi du discours, là. Oui, l'Europe aujourd'hui qui devrait être une addition de perspectives différentes, et ça c'est peut-être la vision un petit peu idéaliste, retombe dans ces vieux travers d'essayer de chercher le compromis mou. Je pense qu'il faut avoir le courage d'assumer que certains avancent plus vite que d'autres, et si l'Italie veut pas suivre, tant pis pour elle. Et peut-être un point pour compléter ce qui a été dit et qui est tout à fait exact, je pense avant même que la Commission, qui n'a pas les compétences, pas les compétences au sens juridique, mais les compétences techniques, avant de vouloir faire des projets en commun, ce qui a souvent on a souvent mis la charrue avant les bœufs, c'est de se dire quelles sont les missions, quels sont les objectifs qu'on a en commun, et ensuite en découle un produit, au lieu d'essayer de faire des coopérations pour la coopération, ce qui souvent aboutit à des dissensions industrielles de souveraineté. Donc il faut d'abord que nos états-majors se mettent ensemble sur il faut partir des états-majors et non pas de ceux qui vont faire les achats ou qui vont le financer. Merci. Madame, merci monsieur. Et encore une fois, l'Europe ne réarme pas, mais elle, c'est quoi la nouvelle expression? Donc la nouvelle expression, c'est préparation 2030, readiness en anglais, 2030. Voilà, ce sera le nouveau mot à utiliser suite à l'opposition des Espagnols et des Italiens. On fait de la sémantique aussi en Europe. Merci à tous pour ce débat qui a été en pointillé, du fait des prises de parole du président Trump et du Premier ministre François Bayrou.